Allô tout le monde, aujourd'hui les membres de Via Agroécologie vont faire une présentation sur l'agriculture urbaine. Donc on va traiter de plusieurs thèmes reliés à des pratiques agricoles qu'on peut faire à la maison. Donc on va parler des jardins municipaux, des toits jardins, des forêts nourricières, des potagers à la maison et de la culture de champignons. Puis dans le fond, on va avoir un lien si vous voulez revoir certaines parties en particulier qui vont vous donner le temps précis auquel la présentation de chaque thème commence. Et puis à la fin, il y a une liste de liens de sites Internet que vous pouvez aller consulter si vous voulez avoir plus d'informations. Je vais commencer par vous présenter les jardins municipaux. Donc, il y a 3 types de jardins qu'on peut retrouver en ville. Il y a les jardins communautaires. Donc, ça a de nombreux avantages. Par exemple, si vous n'avez pas assez d'espace à la maison, puis aussi, c'est un bel endroit où faire des échanges avec les gens par rapport à nos connaissances sur le jardinage. Donc, un jardin communautaire, c'est composé de plusieurs parcelles. Puis chaque parcelle est louée par un individu qui décide qu'est-ce qu'il plante. Puis chaque individu garde ses propres récoltes. Au Québec, en moyenne, les parcelles font à peu près 15 mètres carrés dans les jardins communautaires, mais ça varie d'un jardin à l'autre. À Montréal, on retrouve environ 97 jardins communautaires. Puis à Québec, environ 34 jardins communautaires. Puis aussi, dans les jardins, souvent, il y a certains matériels qui est fourni, comme de la terre, un point d'eau, puis des outils aussi. Ensuite, il y a les jardins collectifs. Ça, c'est une grande parcelle où est-ce qu'un groupe de personnes décide qu'est-ce qui est planté. Puis, les gens jardinent ensemble, puis entretiennent le jardin ensemble. Puis ensuite, récoltent et puis se partagent les récoltes entre eux. Puis, il y a aussi les jardins solidaires, que ça, c'est une grande parcelle de jardin qui est, dans le fond, entretenue par un organisme communautaire qui a comme mission d'assurer la sécurité alimentaire de certains individus. Donc, les récoltes sont utilisées pour faire des paniers de légumes. Ils sont donnés à des cuisines collectives ou à des programmes qui offrent de l'aide alimentaire. Donc, par exemple, à Montréal, il y a un organisme qui s'appelle Paysage solidaire qui fait ça. Puis, il y en a dans plusieurs villes au Québec aussi. Donc, voilà. Puis, dans le fond, si les jardins municipaux, ça vous intéresse, je vous encourage à communiquer avec votre bureau municipal parce que souvent, les inscriptions sont gérées par la municipalité. Donc, bonjour à tous. On va maintenant parler des toits jardins. Les toits jardins, c'est vraiment un mode de production qu'on utilise les toits des bâtiments, soit résidentiels ou commerciaux, pour faire pousser des récoltes. C'est vraiment un bon moyen d'avoir des produits locaux, puisqu'on les fait pousser directement sur notre toit. Il y a 2 façons de faire une culture sur toit, soit une culture traditionnelle, qui est une culture qui est à ciel ouvert, qui fait face aux intempéries normales qu'il y aurait sur un jardin normal. Et il y a la culture en serre où on utilise l'espace des toits pour mettre des serres, qui encore une fois encourage l'achat locaux, puisque les serres, c'est plus rare d'en avoir en ville. Ensuite, pour ce qui est des avantages des toits jardins, ça réduit considérablement les îlots de chaleur urbains, puisque les toits, c'est vraiment des sources, de fortes sources de chaleur, des îlots de chaleur, puisqu'ils sont souvent pavés de noir. Puis, ça fait que l'énergie du soleil est emmagasinée dans les toits puis transformée en chaleur. Tandis que quand on met un jardin sur le toit, ça fait que l'énergie du soleil est plutôt emmagasinée par les plantes puis transformée pour améliorer la croissance des plantes. Ensuite, ça est vraiment favorable à la rétention de l'eau sur les toits, puisqu'au lieu que l'eau qui tombe sur le toit soit ruisselée jusqu'au sol puis dans l'aqueduc, l'eau est vraiment emmagasinée dans le sol, puis utilisé ensuite par les plantes. Donc, ensuite, il y a bien sûr l'amélioration de la qualité de l'air, puisque plus il y a de plantes, plus la qualité de l'air est bonne. Ensuite, ça fait qu'il y a aussi une augmentation de la biodiversité, puisque plus il y a de plantes, plus les insectes, les petits animaux, les oiseaux, plus ils vont être incités à
vivre dans ce milieu-là, puisqu'ils ont de la nourriture, des abris et tout. Puis, il y a aussi l'amélioration de l'isolation thermique, puisque la terre, c'est un très bon isolant. Donc, l'avoir sur le plafond, ça fait qu'il y a beaucoup moins de perte de chaleur de ce côté-là. Puis, il y a beaucoup ça réduit l'émission des gaz à effet de serre dû au transport, puisque au lieu d'aller à l'épicerie chercher tes produits frais, ben, tu peux tout simplement aller sur ton toit. Puis tu as, tout ce que tu as besoin pour cuisiner ou t'alimenter. Si ton jardin, il y a beaucoup de ressources. Ensuite, les principaux enjeux d'un toit jardin, c'est surtout lié à la charpente, puisque si c'est quand même un toit jardin, c'est vraiment une masse considérable. Puis il faut que la structure soit capable d'endosser ce poids-là. Il faut aussi que le toit soit accessible de façon sécuritaire. Il faut aussi la sécurité incendie, puisque s'il y a un feu, il faut de façon efficace et rapide d'évacuer. Puis un accès à l'eau, puisque tous les végétaux ont besoin de beaucoup d'eau. Puis c'est plutôt rare d'avoir d'accès à l'eau sur un toit. Donc, c'est vraiment essentiel dans la conception. Ensuite, encore une fois, un autre enjeu qu'il pourrait avoir, c'est que les végétaux ont beaucoup des racines qui peuvent aller endommager la structure du bâtiment. Donc, c'est vraiment important, lors de la conception, de faire penser à cela, en ajoutant des surfaces antiracinaires et des couches imperméables pour que pas l'eau s'infiltre et pour pas que les racines puissent aller jouer dans la structure et l'endommager. Donc, c'est vraiment important de penser à cela. Puis, pour ce qui est du niveau de la terre, l'épaisseur dépend vraiment de ce que vous voulez planter. Par exemple, un légume racine a besoin de plus de terre, tandis qu'un légume feuille, par exemple, a besoin de une moins grande couche de terre pour pousser. Puis, ça, c'est vraiment un plan. Si vous voulez faire un toit jardin, c'est vraiment important de faire affaire avec des professionnels ou des techniciens là-dedans parce que ça peut vraiment être délicat, puis ça peut endommager la structure. Puis, pour ce qui est infiltration d'eau, racines et tout. Puis, pour ce qui est des données au Québec, l'organisme Cultive ta ville qui recense un peu, en gros, l'agriculture urbaine au Québec, nous indique qu'il y aura environ 14 producteurs inscrits qui cultivent un total de 941 000 m² de ferme sur toit, qui peut sembler un petit chiffre, une petite surface pour un aussi grand projet, mais c'est vraiment tous des producteurs qui cultivent en ville. Donc, pour une surface urbaine de culture, c'est quand même énorme. Puis, ça peut juste monter parce que des surfaces de toit en ville, il y en a énormément. Puis, c'est cela. Puis aussi, fait intéressant, le supermarché Extra Famille du Chemin, qui est à Montréal, a été le premier supermarché à cultiver ses légumes sur son propre toit, puis des légumes bio. Puis, il y avait une des plus grandes surfaces au Canada, soit de 2323 m² de surface cultivable. Donc, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez plus d'infos sur les toits jardins, on a mis un lien dans la diapo en savoir plus. Donc, gênez-vous pas. Moi, je vais vous parler de la forêt nourricière. Donc, la forêt nourricière, c'est quoi? C'est une technique d'agriculture en permaculture qui est inspirée de la structure de la forêt pour créer un jardin de plantes comestibles qui peuvent pousser à maturité là, presque sans le travail de l'humain. Donc, l'idée, c'est de créer un environnement qui est nourricier, qui est aussi créer un petit écosystème là, qui va être favorable à la biodiversité. Donc, une fois qu'il va être totalement à maturité, donc il va demander très peu d'entretien, donc peu d'arrosage, peu de fertilisants, peu de pesticides ou d'herbicides, et il va aider aussi à améliorer la santé du sol. Donc, pour faire une forêt nourricière qui
Il existe différents aménagements qui sont possibles dans le fond, en fonction de l'endroit où on veut l'aménager, puis de la surface qui est disponible. Donc, un des modèles les plus complets, c'est vraiment le modèle qui est à 7 strates, qui va vraiment englober toutes les niches écologiques là, possibles dans la forêt. Donc, à la base, on va avoir dans le sol, on a le sous-sol, c'est là où va pousser les légumes racines, les tubercules, on peut avoir des bulbes comestibles aussi. Donc, on peut penser par exemple au radis, à la pomme de terre, aux oignons par exemple. Ensuite, on va avoir le couvre-sol, donc c'est là où on va avoir des plantes, on peut planter des plantes rampantes ou on peut laisser du paillis ou des résidus de culture. Ça va empêcher finalement la croissance des mauvaises herbes pour vraiment limiter le désherbage. Là. Ensuite, on a la strate des herbacées. C'est là qu'on va avoir des légumes à feuilles par exemple, des fleurs comestibles. On peut faire pousser des fines herbes. C'est ça. Ensuite, on va avoir des plantes grimpantes qui peuvent donc grimper soit sur des arbres, sur des treillis, puis qui peuvent être assez productives, donc comme des haricots ou des vignes. Un petit peu plus gros, on va avoir des buissons où on peut donc récolter des framboises par exemple ou du cassis. Et enfin, on va avoir la catégorie des arbres. Donc, on va avoir des petits arbres fruitiers comme des pommiers, des poiriers, des pruniers, oui, ensuite les grands arbres là, comme des noyers ou des châtaigniers. Donc, pour faire une forêt nourricière qui est productive, il y a beaucoup de choses auxquelles penser. Donc, il faut avoir un bon aménagement, faire un bon choix de plantes. Donc, si vous voulez commencer une forêt nourricière, l'idéal, ce serait vraiment de demander conseil à un technicien pour vraiment avoir la meilleure production, là, puis qu'il n'y a pas de compétition entre les différentes plantes. Des exemples de choses auxquelles il faudrait penser, c'est par exemple avoir des plantes ou des fleurs qui poussent à différents moments de l'année pour qu'il y ait toujours un milieu favorable aux animaux ou aux insectes là, tout au long de l'année. On peut intégrer aussi des plantes qui vont fixer l'azote pour enrichir le sol naturellement. On peut intégrer des plantes à nectar là, qui vont attirer des pollinisateurs, puis d'autres plantes qui vont repousser certains ravageurs. C'est vraiment des exemples de choses auxquelles penser. Puis aussi, il y a certaines plantes qui peuvent pousser, qui peuvent mieux pousser en présence de certaines autres espèces. Fait que ça peut être intéressant aussi d'exploiter ces synergies-là. Donc, c'est ça. Donc, bref, si vous voulez débuter ce projet-là, demandez conseil à un technicien, puis il va pouvoir vous aider autant si votre projet c'est dans votre cour ou dans votre jardin ou sur un grand terrain vague, là, comme par ici. Par exemple, ici, on a la forêt nourricière de Portneuf, donc en vue aérienne. Donc, on peut voir un peu à quoi ça peut ressembler. C'est ça, pour utiliser finalement un grand terrain qui ne servait à rien. Puis, c'est ça. Donc, une fois que le projet est bien avancé, la forêt va produire presque toute seule, puis vraiment, ça va être très productif, donc il va y avoir beaucoup d'aliments. Puis quand c'est intégré, par exemple, comme à Portneuf, dans un contexte communautaire, ça peut vraiment être enrichissant pour la collectivité. Puis ça permet aussi de comprendre mieux d'où viennent les aliments qui nous nourrissent. Bonjour, moi c'est Simon. Je vais vous parler des potagers familiales puis personnels, puis les potagers en l'intérieur. Dans le fond, les plus simples, dans le fond, c'est quand tu as une maison puis d'avoir une cour arrière, c'est vraiment de faire un potager genre en pleine terre. Dans le fond, tu sais, il y a beaucoup de plantes qui sont vraiment productives, qui utilisent peu de surface. Mettons les tomates, les concombres, les radis, les salades, puis les pois, mettons. Puis, dans le fond, il y a deux systèmes qui sont vraiment comme plus professionnels, qui peuvent être utilisés à la maison. C'est le potager en carré, qu'ils appellent, ou le square foot gardening en anglais. Puis, il y a le bio-intensif. C'est propulsé par Jean-Martin Fortier. Vous l'avez sûrement déjà entendu.
Voilà. Sinon, après ça, une fois que vous êtes autonome presque en légumes, vous pouvez être autonome en d'autres choses, dans le fond. Vous pourriez avoir des poules urbaines pour avoir des œufs. Dans le fond, les poules en ville, c'est réglementé par chaque municipalité. Puis, dans le fond, les règles, ça peut être soit une distance de 1,5 m de tes voisins pour pas qu'il y ait d'odeur, puis pour pas qu'ils chialent avec les bruits. Sinon, il y a une limite de superficie de 10 mètres carrés, par exemple. Mais ça, c'est vraiment aller voir votre municipalité, c'est eux autres qui vont leur ouais, ça prend un permis aussi, by the way. Puis vous n'avez pas le droit de colle. Voilà. Puis pas de poussins non plus, les poulets chers, ça a l'air assez non. Voilà. Puis est-ce que l'hiver, on garde les poules? Est-ce que c'est faisable? Oui. Dans certains cas. Il faut que tu choisisses ta race de poule. Parce que les poules avec des grosses crêpes, souvent ils vont geler. Juste à cause parce qu'il y a du vent, puis l'air ambiant est froid, genre. Mais tu sais, mettons, il y en a des plus rustiques, que, mettons, la poule brune, la poule rousse, c'est vraiment commun. Puis souvent, ça qui est en bio. Puis ça t'offre quasiment tout. Là. Puis, à la fois aussi, il faut avoir un poulailler qui est adapté à l'hiver. Ben, il faut avoir de l'aération pour réduire l'humidité. Ben, mettons, des petites trappes comme ça, juste pour que l'humidité, genre, s'envoie à l'extérieur, pour pas que ça tire la chaleur de la poule. Parce que, ils ont leur plumage d'hiver, puis d'habitude, ils se collent ensemble, puis ils t'offrent la nuit, puis ça, ils sont bien. Après ça, aussi pour réduire l'humidité, mettons dans le package, là, tu peux enlever la litière du couloir qui c'est sale, tu le mets genre dehors à terre, ça va faire comme un isolant de la neige puis du froid, puis ils vont pouvoir se pitcher là-dedans, ils vont avoir bien du fun. Après ça, ce qui est important, c'est de les protéger des vents dominants. Fait que, soit les mettre à côté d'un brise-vent, à côté de la maison, ou vous pouvez mettre un plastique, genre sur le grillage comme de ce côté-là. Ça va faire bien l'affaire, ils vont être bien contents. Après ça, pour avoir une production optimale d'œufs, rajouter de la lumière, c'est bien important. C'est surtout le nombre d'heures dans une journée de lumière, c'est ça qui va faire qu'ils vont pondre plus optimal ou pas. Genre. Mettons, au mois de décembre, quand il y a 6 heures de lumière, et triple pas tant. C'est ça, puis ils font 14 heures, c'est un beau chiffre, ça marche bien, puis en commercial, c'est 14-16 heures, puis ça marche très bien. Voilà. Mettons, vous n'avez pas assez de surface en arrière dans votre cour, vous pouvez cultiver en avant. Mais il y a des réglementations encore. La municipalité, dans le fond, il y a une partie de votre terrain qui est à elle. Fait que, mettons, c'est 0,5 m du trottoir, la bordure de rue, de la piste cyclable, puis la partie de la ville en avant. Là. Fait que, ça, vous n'avez pas le droit de cultiver. Puis en plus, il y en a qui, selon la superficie, c'est limité. Mettons 50% de votre superficie, vous n'avez pas le droit de le faire pour pas que ce soit trop gros puis que ça finisse en mauvais herbe. Voilà. Next. Mettons, vous n'avez pas de cour arrière, vous n'avez pas de maison, vous êtes en appartement, mais vous avez un balcon. Et ça se fait très bien en pot, ça pousse en malade. Il y a des terreaux qui sont faits pour ça. C'est des terreaux de plantation. Vous pouvez racheter de la fertilité au cours de la saison, mais souvent, j'ai fait ça de même, juste avec les terreaux de plantation. Ça marche très bien. À part ça, ouais, c'est ça. En pause, ce qui est important, c'est d'arroser fréquemment. Genre, tous les jours en été. Le mois de juillet, là, t'es lâche pas. Ça se peut que tu aies besoin d'arroser deux fois par jour si ton pot est pas assez gros. Parce en pleine terre, ça fait comme un tampon. L'humidité du fond du sol, les racines sont capables de chercher, mais en pot, il n'y a pas assez de surface. Fait qu'il faut que tu l'arroses plus souvent. C'est tout. Fait que tu prends pas tes vacances au mois de juillet, puis tu vas avoir des plans de survie. Voilà. Puis ça fait des beaux petits setups, c'est vraiment tout full esthétique. À part ça, si vous voulez allonger votre saison de culture, vous pouvez faire des serres, mais pas dans toutes les villes. Fait que là, allez voir la municipalité, voir si vous avez le droit. Si vous avez le droit, il va sûrement avoir des limitations, parce qu'ils ne veulent pas de serres commerciales en ville, à part les fermes urbaines, mettons. Là. C'est vraiment pour l'autosuffisance, puis la type. Mettons, nous autres à Drummondville, c'est pas plus haut que 3 mètres de haut, puis pas plus que 150 pieds carrés. That's it. Fait que ça prend un permis de construction.
Ouais, il me semble que oui. Voilà. Bon, fait que là, vous avez un gros terrain, là, ça vous tente pas d'acheter plein de transplants qui vont vous coûter trop cher. Fait que là, vous voulez partir vos semis. C'est pas bien compliqué. Ça vous prend une étagère, des pots, du terreau à semis ou à la plantation. Ça revient pas mal au même. Puis ça prend de la lumière. Fait que là, soit une fenêtre qui est vraiment bien éclairée, mettons au sud, soit des néons. Ou les deux. Mettons, si vous voulez cultiver en mois de décembre, vous n'aurez pas bien de lumière. Voilà. Fait que, c'est quand même simple à faire. C'est vraiment le fun. Voilà. Bon, ok, mettons, culture intérieure, ça vous tente de. Vous avez cultivé tout l'été, vous trouvez ça le fun. Si vous voulez continuer l'hiver, ben c'est possible. Et vous pouvez faire des systèmes en pleine terre avec une pompe à nutriments comme liquide. Mais ça marche bien. Mais sinon, ce qui marche encore plus, selon moi, c'est l'hydroponie. Dans le fond, l'hydroponie, c'est cultiver dans l'eau. Puis, dans le fond, c'est aidé par un substrat qui est neutre, comme, mettons, la fibre de coco, la laine de roche, les billes d'argile, comme ça. Pas ça, il y a quoi d'autre? Ah, tu peux faire de la gravelle aussi. Ça marche très bien, ça coûte pas cher. Voilà. Puis, vous pouvez faire ça dans les systèmes qu'on appelle en gouttière. Sinon, il y a des systèmes des tables amarrées, qu'on appelle. Ça marche bien. Puis, dans le fond, pour avoir un système d'hydroponie, pour bien le réussir, premièrement, il faut déchlorer l'eau. Parce que les plantes, ils tolèrent 0 le chlore. Puis, c'est vraiment facile, tu fais juste mettre ton bac ouvert. Tu pognes ton eau de ta champleur, tu mets ça dans un bac, tu le laisses décanter, tu le laisses avec le couvert relevé. Tu mets ça 24 heures, le chlore va s'évaporer dans l'air, puis il n'y aura pas de problème. Après ça, pour l'entretien, il faut tester le niveau de nutriments. Dans le fond, c'est un petit crayon, là. Tu trempes ça dans l'eau, puis ça va calculer ça va mettre un choc électrique pour calculer le nombre de minéraux. Parce que l'eau pure, ça ne conduit pas l'électricité, mais aussitôt qu'il y a des minéraux dedans, ça conduit. Voilà. Après ça, tu testes le pH, parce que les plantes, une grosse variation de pH, ça peut être fatal. Des plantes acides, ils ne trippent pas tant. Le sol est plus vers entre 5.5 et 6.5. Voilà. Après ça, c'est vraiment conseillé de faire plus des systèmes fermés, là. Comme, mettons, plus en gouttière, en dedans, comme ça, parce que c'est fermé, il n'y a pas beaucoup de surfaces qui vont pouvoir être ouvertes à l'évaporation. Fait que ça ne fait pas d'humidité dans l'air en débile. Sinon, ça fait pourrir les murs, la peinture et tout. Là. Mais tu sais, comme ça, ici, c'est vraiment, c'est pas conseillé en dedans. Il faut vraiment que tu fasses une pièce genre spécifique à ça, puis ça va vraiment bien marcher là-dessus. Mais sinon, tu sais, les gouttières, c'est vraiment plus le plus simple. Ça, puis, dans le fond, à chaque jour, juste checker si t'as des ravageurs. C'est pas parce que t'es en dedans que t'as pas de ravageurs. Honnêtement, là, tu peux avoir des pucerons, des trips, des tétraniques, pas mal ça. T'en as une gang, là. Mais tu sais, c'est vraiment c'est zéro nuisible. Tu me trempes tes plantes dans le savon, puis là, c'est. Voilà. La culture de champignons est plus facile qu'on pourrait le penser. Elle peut se faire en ville, dans son appartement. Puis, il y a aussi certaines entreprises qui font la culture de champignons dans des villes comme à Montréal, à Québec. Les champignons, ils ont besoin de 3 principaux éléments, c'est-à-dire un substrat qui peut être composé de granules de bois, de fibres de coco, de paille, etc. Ils ont besoin d'humidité et ils ont besoin aussi d'oxygène. Et ainsi, ils ont besoin d'une bonne circulation d'air. Parce que, fait intéressant, les champignons sont plus apparentés aux animaux qu'aux plantes. Et puis, ils ne peuvent pas fabriquer leur propre nourriture. Donc, ils ont besoin d'un bon substrat riche, de l'eau et de l'oxygène. Comme nous. La culture des champignons à l'intérieur, en ville, ça a plusieurs avantages. Premièrement, ça nécessite peu d'espace. Puis, ça nécessite aussi un espace qui est non spécialisé. Donc, ça n'a pas besoin d'être un espace quelconque, ça peut être un sous-sol, ça peut être un appartement. Tout ce que ça a besoin, c'est, comme j'ai dit, un bon substrat, de l'humidité et une circulation d'air. Un autre avantage que ça a, ça fait un rendement qui est assez rapide. Du début
de l'inoculation du substrat jusqu'à la récolte des champignons, ben, ça peut durer entre 1 ou 2 mois pour un cycle. Pour les entreprises, ben, être en ville, ça leur permet d'être près des consommateurs. Et aussi, les substrats peuvent être faits de résidus d'entreprises alimentaires comme du marc de café qui peut être utilisé comme substrat. Puis, ça fait en sorte de revaloriser ce qui pourrait être un déchet autrement. Aussi, ben, il y a plusieurs avenues de production pour une entreprise. Ça peut être des cultures liquides, des kits de culture de champignons, des blocs de mycélium ou les champignons en tant que tels. Ça a aussi certains enjeux, la culture des champignons. Eh bien, pour la fructification des champignons, ceux-ci ont besoin d'environ 80 à 90% d'humidité, donc c'est assez haut. Donc, il faut être capable de contrôler la contamination, puis aussi, il faut être capable de faire circuler l'air pour ne pas avoir une rétention d'eau dans l'espace et dans les murs, dans la structure. Aussi, il faut être capable de contrôler les paramètres de dioxyde de carbone, d'oxygène, de température, d'humidité et également de lumière. Parce que les champignons, ils ont besoin de lumière pour fructifier, pas pour faire de la photosynthèse parce qu'ils ne sont pas capables, mais juste pour leur indiquer « Hey, c'est par ici qu'il faut pousser ». Comme en milieu naturel, ils poussent vers en haut. Également, un autre enjeu pour les entreprises, ben, c'est le rendement économique de la culture des champignons. De plus en plus, les consommateurs vont vers d'autres champignons que les champignons de Paris. Mais c'est pas tous les consommateurs. Puis, atteindre tous ces consommateurs-là, il faut avoir un bon plan d'affaires, il faut savoir ce qu'on fait. Puis, donc voilà. Donc, l'enjeu qui est relié à ça, c'est l'engouement justement auprès des consommateurs. Et finalement, un autre enjeu qui est relevé, il y a une forte utilisation de plastique dans la culture de champignons parce que, par exemple, on fait des blocs de mycélium qu'on va faire un gros bloc de substrat qu'on va mettre dans un sac de plastique c'est un plastique qui est autoclavable, donc qui peut résister à des fortes températures et pressions. Et puis, ces plastiques-là, ces sacs-là, on va l'utiliser. On va faire fructifier le champignon là-dedans, mais après ça, il va falloir s'en départir. Donc, c'est un autre des enjeux. Il y a plusieurs modes de production pour les champignons à l'intérieur. De façon personnelle, à la maison, il y a les kits de culture. Ça, c'est dans le fond des petites boîtes que les entreprises font. Puis, c'est un petit morceau de mycélium qu'on va acheter et il va avoir toutes les instructions nécessaires et puis il va falloir juste l'humidifier à chaque jour et puis on va pouvoir avoir une récolte de champignons. Les blocs de mycélium, c'est à peu près la même chose, mais c'est plus gros puis ça requiert un peu plus d'expérience, mais c'est le même concept. Et finalement, il y a la culture en chaudière qui peut être faite également. Ça, c'est simple. Une grosse chaudière, on perce des trous dedans, on met de la paille avec du mycélium de champignons. On laisse coloniser. Donc, le champignon va coloniser tout le substrat. Et quand il va l'avoir tout colonisé, là, il va commencer à fructifier par les trous, comme on peut voir sur l'image. Et puis là, il suffit d'arroser et d'humidifier les champignons et on va avoir une bonne récolte. De façon commerciale, il faut penser à avoir des salles d'incubation et de fructification. Les salles d'incubation vont être dans l'obscurité avec un certain taux d'humidité. Et les salles de fructification, il va y avoir de la lumière pour leur dire justement là, où pousser. Et un taux d'humidité beaucoup plus élevé, c'est là qu'on va avoir les taux d'humidité à 80-90%. Également, il faut des appareils de stérilisation industrielle pour avoir un bon rendement, puis à être capable de stériliser plus de substrats à la fois, parce que le substrat doit être stérilisé pour éviter la contamination. Et finalement, la formation sanitaire des employés est très importante pour, encore une fois, éviter la contamination parce que si on a un bloc de mycélium qui est contaminé, il est perdu, ça fait une perte et puis il faut éviter ça. Finalement, la culture des champignons peut se faire aussi à l'extérieur, peut se faire en potager par le compagnonnage. Ça, c'est d'inclure du mycélium
de champignons dans de la terre, dans le sol, quand on cultive une plante quelconque. Et puis, fait qu'on peut faire pousser la plante et il y a des champignons qui vont pousser également, donc ça permet de rentabiliser, puis c'est le fun aussi. Ensuite de ça, on a la culture sur bûche. Ça, c'est très simple. On prend des bûches de feuillus, on perce des trous dedans et on peut insérer des douilles qui sont inoculées avec du mycélium de champignons. Et puis, ben, le mycélium va pouvoir coloniser la bûche et ensuite fructifier, comme on peut voir sur les bûches ici. Ça, c'est des shiitake. Et finalement, il y a aussi la culture en smart pot, qui est un pot dans lequel on va mettre dans le fond et sur les côtés du mycélium. On va mettre le terreau là-dedans. On va pouvoir planter une plante là-dedans. Et puis, ben, avec les arrosages et l'humidité du terreau, ben, ça va se transmettre au mycélium qui, lui, va pouvoir fructifier par la suite. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre écoute. On vous a laissé ici quelques liens si vous voulez continuer des lectures à propos des sujets qu'on vous a présentés. Puis, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser.